En septembre 2025, Londres s'embrase sous le poids de 150 000 voix, des croix brandies, des hymnes déformés, des pierres lancées. En 2 jours, la capitale de la démocratie parlementaire se transforme en théâtre d'un culte étrange où la foi se mêle à la haine. Pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas une simple émeute, mais une confession. L'Occident voit son passé colonial ressurgir, déguisé en ferveur nationale. Si même Londres vacille, que reste-t-il du modèle moral ? Le rideau s'est déchiré, révélant un système mis à nu. Ce qui s'est passé à Londres ne concernait pas seulement la Grande-Bretagne, c'était un signal d'alarme mondial. Dans cette marée d'emblèmes religieux et de slogans xénophobes, Ibrahim Traoré a perçu la fracture la plus profonde de l'Occident, celle entre ses idéaux proclamés et ses pratiques réelles. Le jeune capitaine du Burkina Faso a posé une question lourde de sens. Si le cœur moral de l'Europe tremble, quelle est encore son autorité sur le monde ? En retraçant les faits, les chiffres et les silences, nous allons mesurer la portée d'un basculement où la rhétorique du pouvoir blanc se dévoile sans masque. Ce récit ne cherche pas le scandale, mais la cohérence. Comprendre comment un événement local révèle une crise globale. Pourquoi la voix de l'Afrique, incarnée par Ibrahim Traoré, résonne comme un verdict. Suivre cette histoire, c'est suivre le fil d'une vérité, où chaque donnée devient un aveu, chaque aveu un tournant. Commençons par les chiffres. Entre 110 000 et 100 000 enquêteurs personnes, selon la Metropolitan Police, ont envahi les rues de Londres les 13 et 14 septembre 2025. 26 policiers blessés, dont 4 grièvement, 25 arrestations seulement. Ce décalage entre l'ampleur et la réponse révèle un paradoxe qu'Ibrahim Traoré a saisi. Quand la violence vient du centre blanc, l'Occident hésite à la nommer. Les faits sont là, chiffrés, précis, mais le langage chancelle. La presse britannique parle de troubles, de manifestations mal avisées, évite le mot terrorisme. Les leaders politiques invoquent l'ordre public, pas la suprématie raciale. Pourtant, dans les quartiers de l'East End, les familles musulmanes ferment leurs mosquées, suspendant les cours, installent des vigiles. La peur circule plus vite que les communiqués. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe les croix levées à Londres ne diffèrent guère des croix brûlées autrefois sur les églises noires d'Amérique. Ce qu'il voit, c'est une continuité, une liturgie d'exclusion reformulée pour un siècle numérique. Pour lui, ce n'est pas une coïncidence, mais un schéma. Un système qui se protège par les mots et s'absout par le silence. Cette lecture, brutale mais lucide, replace Londres dans un cycle historique. Colonisation, ségrégation, puis globalisation morale. Si la capitale de la démocratie peut accueillir 150 000 extrémistes en prière guerrière sans prononcer le mot suprématie, que reste-t-il du modèle occidental ? De la statistique au symbole, de la donnée brute au sens profond, l'histoire se poursuit dans la façon dont la rhétorique, les médias et la mémoire construisent ou effacent la vérité. Car à Londres, ce week-end-là, le chiffre n'était que le début. Le sens, lui, se jouait ailleurs, dans les mots qu'on a refusé de dire. Une figure émerge comme fil conducteur. Ibrahim Traoré, tous les deux pays, l'Iran et le Burkina Faso, et j'ai transmis la salutation chaleureuse. Engagé d'un monde qui vacille. Depuis Ouagadougou, il n'a pas seulement réagi à la crise, il l'a traduite. Pour lui, chaque croix levée à Londres prolonge une histoire plus longue, celle de la domination morale, du langage de l'Empire transposé dans les rues modernes. Ce rôle de traducteur historique a résonné bien au-delà de l'Afrique. Ces mots, c'est la même idéologie qui a asservi nos ancêtres, ont traversé les réseaux, cités dans les médias du Sud, repris par des pasteurs au Nigeria ou en Afrique du Sud. La lecture qu'il propose change la perspective. Il ne s'agit pas d'un incident britannique, mais d'un révélateur planétaire. Si une démocratie occidentale tolère 150 000 suprémacistes criant « Christ est roi », c'est tout un récit d'universalité qui s'effrite. L'impact est immédiat. En Afrique, le discours de Traoré réactive la mémoire de Sankara, de Nkrumah, de Mandela, ces voix qui liaient la souveraineté politique à la dignité humaine. Dans les diasporas, il devient le miroir d'un ressentiment longtemps contenu. L'idée que la morale occidentale reste sélective, prompte à juger le Sud, lente à se juger elle-même. Ainsi s'installe une tension qui porte l'enquête. C'était vraiment important pour nous, cette coopération entre dévoiler un empire. Que nous dit la clarté d'Ibrahim Traoré
sur un monde qui préfère s'aveugler? La réponse s'écrit dans la confrontation des faits. Tout commence dans une capitale qu'on croyait paisible. Le 13 septembre 2025, au petit matin, la rumeur d'un rassemblement nationaliste enfle. Vers midi, les artères du centre de Londres s'emplissent de croix de bois, de bannières rouges et blanches, de prêtres autoproclamés récitant le Notre Père comme un cri de guerre. Les slogans s'enchaînent, le Christ est roi, sauver la nation. Leur cible, l'islam, les immigrés, l'influence étrangère. La Metropolitan Police déploie 600 agents, mais le flot humain déborde. En 2 heures, les projectiles pleuvent, bouteilles, pierres, fusées éclairantes, 26 policiers blessés, 4 grièvement, 25 arrestations à peine. Le déséquilibre sidère les observateurs. La tolérance se mue en aveu d'impuissance. Pendant ce temps, les écrans du monde s'allument. À la surprise générale, un visage familier s'affiche sur un écran géant. Elon Musk, il déclare « La violence arrive, tu te bats ou tu meurs ». Les mots claquent comme une étincelle dans un nuage d'essence. Downing Street réagit. Déclaration dangereuse, irresponsable. Mais le mal est fait. La foule acclame, galvanisée. L'émeute devient croisade. Dans les quartiers musulmans, les familles ferment les portes, appellent les enfants à rester à la maison. La peur s'étend comme une onde sous la pierre. C'est alors que Ibrahim Traoré rompt le silence depuis Ouagadougou. Ce que vous voyez à Londres, dit-il, c'est le visage vivant d'un système qui a colonisé nos terres, asservi nos ancêtres et prétend encore guider nos avenirs. Ces mots transpercent le brouillard médiatique. Ils ne parlent pas seulement d'histoire, mais de continuité. Le même credo, les mêmes hiérarchies, la même hypocrisie. Les médias du Sud relaient son discours, les réseaux sociaux s'enflamment. En Afrique du Sud, des militants évoquent une nouvelle nuit de verre. Au Nigeria, des professeurs comparent les récits. Quand des Africains défendent leur souveraineté, on dit autoritarisme. Quand l'Occident échoue, on dit liberté d'expression. À Londres, la normalité revient lentement. Les bus circulent, les marchés rouvrent, mais la surface ment. Les fractures demeurent dans les quartiers mixtes, la méfiance s'installe. Dans les débats politiques, la lâcheté s'étale. Et dans ce vide moral, les paroles d'Ibrahim Traoré se propagent, non pas comme un slogan, mais comme un diagnostic. Il a nommé ce que d'autres craignaient de dire. La crise n'est pas britannique, elle est civilisationnelle. Ainsi s'achève la séquence du tumulte, un événement local devenu parabole mondiale, un chaos devenu miroir. Londres croyait contenir un désordre. Elle a révélé un système. Pour mesurer la portée réelle de ces 2 jours, examinons les chiffres. Le 13 septembre 2025, la Metropolitan Police a compté 150 000 manifestants, dont 200 identifiés comme membres d'organisations d'extrême droite structurées. C'est 3 fois plus que le précédent record britannique de mobilisation ultranationaliste établi en 2017. Le premier chiffre, 100 000 anciens, dit la masse. Le second, 200, dit la logistique. En termes de sécurité, la comparaison avec la marche des mineurs de 1984 est frappante. Même nombre d'officiers, mais une violence décuplée. Le delta ne ment pas. La radicalisation est devenue opérationnelle. 26 policiers blessés, dont 4 grièvement. Cela représente un taux de blessure de 1,6% parmi les forces déployées, un niveau proche des affrontements de Brixton en 1981. Mais ici, la différence est morale. Les autorités refusent de qualifier l'acte de terroriste, malgré la préméditation apparente et la coordination numérique observée sur les forums. Cette retenue sémantique, pour Ibrahim Traoré, traduit un double standard. L'Occident, face à lui-même, adoucit le vocabulaire pour ne pas fissurer son image. 25 arrestations seulement pour plus de 100 000 participants. Un ratio d'impunité de 0,025%, inférieur à celui des manifestations de George Floyd aux États-Unis, où une arrestation intervenait toutes les 300 personnes. Ce contraste alimente la thèse de Traoré. Quand la colère est blanche, elle reste politique. Quand elle est noire, elle devient pénale. Les chiffres révèlent ce que les discours n'avouent pas. Dans les médias, l'analyse de 82 unes de journaux britanniques montre une absence quasi totale du terme suprématie blanche. Seuls 2 quotidiens l'ont mentionné, The Guardian et The Independent, et toujours entre guillemets. Dans les émissions du soir, les mots foi, ordre, trouble dominent.
comme si la syntaxe protégeait l'idéologie. C'est le décalage lexical que Traoré souligne. Le lexique devient barrière, pas miroir. Sur le terrain africain, l'impact est quantifiable. Le discours d'Ibrahim Traoré, publié sur la plateforme nationale Fassovision, a été visionné 12 millions de fois en 48 heures. C'est un record pour un message politique burkinabé. Un signe que la rhétorique du Sud global s'émancipe de la validation occidentale. Chaque vue devient une micro-déclaration d'indépendance narrative. Les chiffres forment un tout cohérent. Ils ne prouvent pas seulement la gravité des émeutes, mais la profondeur d'une crise morale mondiale. Le langage politique, les réactions médiatiques et la hiérarchie judiciaire convergent vers un constat. Du façon, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré a toujours insisté sur la nécessité de mener la preuve que la vérité des nombres peut révéler la vérité des peuples. Face à cette lecture implacable, deux camps s'opposent. D'un côté, certains, essentiellement en Occident, soutiennent que les émeutes de Londres ne sont qu'un épisode isolé, une colère sociale amplifiée par les réseaux sans lien idéologique profond. Ces experts citent les chiffres du chômage, l'inflation, le désarroi post-pandémique. Pour eux, réduire ces événements à la suprématie blanche reviendrait à ignorer la détresse des classes populaires blanches. La rhétorique de Traoré, disent-ils, simplifie à l'excès une réalité plus complexe, celle d'une société qui s'effondre sous la précarité plutôt que sous la haine. De l'autre côté, des témoignages du Sud défendent une thèse inverse. Les symboles brandis, croix, bannières, sermons, ne traduisent pas une misère économique, mais une idéologie. Les comparaisons avec les lynchages, les églises incendiées ou les sermons coloniaux ne sont pas des métaphores. Elles suivent une continuité. Ici, Ibrahim Traoré n'accuse pas la pauvreté. Il dénonce le pouvoir blanc sous son déguisement moral. Selon lui, l'extrême droite ne jaillit pas du vide, mais d'un terrain entretenu par des siècles de privilèges. Entre ces deux positions, la tension intellectuelle est féconde. Les défenseurs du réalisme économique rappellent que les démocraties vacillent toujours d'abord sous la pression sociale. Les tenants de la lecture historique répliquent « Oui, mais toutes les souffrances ne trouvent pas la même compassion médiatique. C'est ce déséquilibre moral, non la misère, qui définit l'hypocrisie occidentale. Les faits tranchent silencieusement. Aucune réforme économique ne justifie les chants de croisade, ni la complaisance linguistique des gouvernements. Ainsi, la thèse de Traoré, loin d'être un pamphlet, devient une hypothèse de travail. Mesurer la puissance d'un récit qui révèle la hiérarchie implicite des douleurs. Le débat cesse d'être moral, il devient méthodologique. Et dans cette confrontation, un constat demeure. Nommer, c'est déjà résister. Le masque tombe. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré au soir du 14 septembre, a marqué un tournant. Elle ne visait pas seulement Londres, mais l'architecture entière d'un ordre mondial bâti sur le déni. Jusqu'ici, les capitales occidentales dictaient le vocabulaire du bien et du mal. Soudain, une voix venue du Sahel imposait son propre cadre moral. Dans les heures qui ont suivi, les réactions ont révélé la fracture. À Washington, silence. À Bruxelles, un communiqué prudent condamne la violence, sans la nommer. À Paris et Berlin, les formations d'extrême droite célèbrent la marche comme une victoire culturelle. Et pendant que les chancelleries évitent le mot « race », les réseaux africains transforment la colère en solidarité numérique. Le milieu de ce récit coïncide avec un miroir global. Ce que Londres voulait cacher, l'Afrique l'a mis en lumière. La révélation n'est pas seulement politique, elle est symbolique. La morale universelle n'est plus un monopole. En un instant, la périphérie devient le centre. Ibrahim Traoré ne s'est pas contenté d'accuser, il a déplacé le pouvoir du récit. Les conséquences des émeutes se déploient sur 4 fronts. D'abord, au Royaume-Uni, sous la surface du retour à la normale, le tissu social s'effiloche. Les mosquées de l'East End engagent des agents de sécurité. Certaines écoles ferment plus tôt. Les communautés musulmanes vivent dans une vigilance permanente. Au Parlement, les débats s'enlisent. L'opposition accuse le gouvernement de laxisme envers l'extrême droite, tandis que les conservateurs invoquent le droit de manifester. L'absence du mot suprématie dans les discours officiels devient le symbole d'une peur politique. Nommer, c'est reconnaître. Ensuite, en Europe, des groupuscules en Allemagne copient la logistique londonienne. En France, les partisans d'Éric Zemmour qualifient la marche de preuve que le peuple reprend sa voix. Aux États-Unis, les forums miliciens
comparent le taux de mobilisation londonien à celui du Capitole. Les analystes y voient un effet de contagion idéologique. La radicalité circule désormais comme un modèle opérationnel. Sur le plan moral, Ibrahim Traoré souligne que la blessure la plus grave n'est pas celle des vitrines brisées, mais celle du sens. L'Occident, dit-il, s'effondre non par faiblesse militaire, mais par incohérence morale. Quand un continent qui se prétend guide mondial ne parvient pas à nommer la haine chez lui, il perd son autorité sur les autres. Ce glissement sémantique sape le pouvoir de juger, et avec lui, la légitimité de diriger. La démocratie sans courage devient simple façade. Enfin, en Afrique, la parole de Traoré est analysée comme une reconquête symbolique. Ses propos circulent de Lagos à Johannesburg, traduits en plusieurs langues. Des universitaires africains parlent d'une contre-révélation, la preuve que le centre moral du monde s'est déplacé. Dans les églises d'Afrique, des prêtres rappellent que le vrai christianisme s'oppose à l'oppression, non qu'il la bénit. La diaspora s'organise. À Paris, à New York, à Toronto, des marches de solidarité reprennent son ordre, même système, endroits différents. Ce transfert de légitimité est l'effet et l'effet le plus durable. Les chancelleries n'ont rien signé, mais les consciences ont basculé. Pour la première fois depuis la décolonisation, la critique du Nord vient du Sud avec une précision conceptuelle et une rigueur historique. Ibrahim Traoré ne se contente pas de dénoncer. Il dresse l'inventaire d'un monde à bout de souffle. Londres devient ainsi un avertissement global. Les murs ne se sont pas écroulés. Mais les mythes, oui. Et l'histoire, une fois de plus, s'écrit depuis l'Afrique. À partir de l'automne 2025, 3 trajectoires possibles se dessinent pour les mois à venir. La première envisage une dénégation prolongée. Le Royaume-Uni se replie sur un discours défensif. Les commissions parlementaires publient des rapports prudents évoquant des défaillances de sécurité, sans aborder la racine idéologique. Les médias reviennent à leurs priorités habituelles. Économie, climat, royauté. Rien ne change, sinon la peur qui s'installe dans les marges. Ce scénario, probable à court terme, maintient l'ordre apparent, mais laisse la fracture morale béante. Une seconde possibilité imagine une reconnaissance. Sous la pression de l'opinion publique et des communautés religieuses, un débat s'ouvre enfin. Des institutions reconnaissent l'existence d'un racisme systémique à l'intérieur même des structures d'État. Des réformes éducatives émergent, des programmes interculturels se multiplient. Dans ce contexte, la voix d'Ibrahim Traoré devient catalyseur. Son analyse est citée dans les universités britanniques, ses discours traduits en plusieurs langues européennes. Londres admet ce que l'Afrique avait vu avant elle. La suprématie blanche n'est pas une théorie, c'est un fait historique encore actif. Une troisième hypothèse craint une contagion. Le silence perdure, mais la colère se transforme en imitation. De nouvelles marches apparaissent à Berlin, Varsovie, Rome, reprenant le lexique religieux et nationaliste. Les gouvernements s'enferment dans la rhétorique sécuritaire. Le Christ est roi devient slogan panoccidental d'une résistance identitaire. Dans ce climat, la parole africaine se renforce, mais la tension globale s'accroît. Si les démocraties persistent et des recherches entre tous les deux pays dans le domaine de vous donner des boursiers à des études. Si, au contraire, elles affrontent leur hypocrisie, l'équilibre mondial pourra se réinventer. Dans les deux cas, Ibrahim Traoré aura déplacé le centre de gravité du discours. L'autorité ne se trouve plus où l'on croyait. Au-delà des analyses, les répercussions touchent directement 3 cercles humains. Les croyants, les citoyens et la jeunesse. Pour les croyants, les émeutes ont provoqué une blessure spirituelle. Voir la foi chrétienne instrumentalisée pour justifier la haine a bouleversé des pasteurs, des imams, des prêtres. Dans plusieurs pays africains, les homélies du dimanche évoquent désormais le blasphème de la haine au nom du Christ. Cette réappropriation du message religieux rejoint la ligne d'Ibrahim Traoré. Redonner à la spiritualité par exemple, aussi, dans le domaine de l'environnement, on a bien réussi. De domination. Pour les citoyens, l'épisode londonien agit comme un miroir. La promesse d'un ordre moral universel vacille
quand la démocratie refuse de nommer ses propres monstres. De Lagos à Marseille, beaucoup découvrent que la stabilité occidentale repose sur un équilibre fragile entre confort et déni. Le sentiment d'hypocrisie ne divise pas les continents, il les relie. Pour la jeunesse, enfin, cette crise devient initiation. Sur TikTok, Instagram, des extraits du discours de Traoré circulent comme un manifeste. Les hashtags « Afrique se lève » ou « un double standard » cumulent des millions de vues. Une génération entière apprend qu'il est possible de parler d'égal à égal avec les puissances qui autrefois parlaient pour tous. Dans chaque regard qui comprend, une frontière tombe. C'est peut-être la transformation la plus intime. Le monde n'attend plus que l'Occident dise la vérité. Désormais, d'autres voient la porte. Pour que le choc de Londres devienne un tournant, Ibrahim Traoré propose une trajectoire claire. D'abord, nommer sans détour. Les gouvernements africains doivent désigner les doubles standards occidentaux comme des faits, non des impressions. Nommer, c'est construire un langage de souveraineté. Tant que le vocabulaire reste emprunté à l'ancien centre, la dépendance demeure. Ensuite, unir les voix du Sud. Traoré plaide pour une alliance narrative. Médias, chercheurs, artistes, leaders, religieux. Créer des plateformes communes capables de produire une pensée autonome sur la démocratie, la morale et la justice. Une union des récits africains, complémentaire de l'Union africaine, puis réaffirmer la souveraineté économique. L'indépendance morale reste vide sans contrôle des ressources. Il appelle à la relocalisation partielle, à la transformation des matières premières et à la création de fonds communs panafricains pour l'innovation. Ce n'est pas l'isolement, mais l'égalité. Également, repenser l'éducation, replacer l'histoire coloniale et la critique du racisme dans les programmes scolaires africains et européens. Éduquer, c'est désamorcer les mythes. Enfin, mesurer. Chaque initiative devra être évaluée. Part d'autonomie médiatique, diversification économique, participation civique. Traoré insiste sur des indicateurs précis. La souveraineté se prouve par la donnée, pas seulement par le discours. Ainsi se trace une route exigeante, mais tangible. Si Londres a révélé la fragilité morale du Nord, l'Afrique peut y répondre par la rigueur. Et cette rigueur, éthique, méthodique, mesurable, pourrait bien être la nouvelle force du continent. Dans le silence revenu de Londres, la voix d'Ibrahim Traoré résonne comme un écho ancien. Il ne parle pas d'ennemis, mais de mémoire. Il évoque les ancêtres enchaînés, les navires partis du golfe de Guinée, les voix étouffées dans les champs de Cannes, et relie ses ombres au vacarme des rues britanniques. Tout se tient, l'histoire ne revient pas, elle continue. Son ton n'est pas celui d'un chef d'État, mais d'un témoin. Il ne demande ni pardon ni revanche, seulement la lucidité. Quand Londres brûle de son propre feu, dit-il, l'Afrique n'a plus à se taire. Dans cette phrase, la colère devient clarté, et la clarté, espoir. Le motif du départ revient, les croix, les hymnes, la foule. Mais cette fois, la scène s'inverse. Ce n'est plus l'Occident qui observe, c'est l'Afrique qui voit. Et dans ce regard renversé, s'écrit une promesse, celle d'un monde capable de vérité. L'émotion n'est pas pathétique, elle est politique. Le silence, lui, devient message, car comprendre, c'est déjà résister. Lorsque la poussière retombe, une question demeure. Que ferons-nous de ce que Londres a montré? Ibrahim Traoré ne propose pas un manifeste de colère, mais un appel au discernement. L'indépendance n'est pas une rupture, dit-il, c'est une maturité. Celle d'un continent qui choisit ses mots, ses alliances, son rythme. Pour les Africains, la leçon est double. La force du Sud ne réside pas seulement dans ses ressources, mais dans sa cohérence. Pour les Occidentaux, l'avertissement est clair. La morale universelle ne peut plus ignorer ses angles morts. Ce récit, parti d'une émeute, devient un miroir global. À travers lui, chacun peut se demander où commence la complicité, où finit le courage. Les réponses ne viendront pas des palais, ni des parlements, mais des consciences. Si cette histoire vous parle, partagez-la, discutez-la, interrogez-la. Car le vrai changement ne se décrète pas, il se propage. Et quand une idée circule librement, elle devient contagieuse. Alors, laissez vos mots dans la lumière. C'est là que commence la justice.